C'est une visite historique. 24 ans après sa dernière venue en Corée du Nord, le président russe Vladimir Poutine rencontre ce mardi le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, et ce, dans le cadre d'une visite de 2 jours. C'est une visite absolument capitale pour les deux pays, essentielle d'ailleurs à comprendre pour les autres pays, y compris d'ailleurs pour la France. On va donc analyser tout ça aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Avant de passer évidemment au reste de l'actualité, parce que ça ne vous aura pas échappé, il y a plutôt de quoi faire en ce moment. Alors, leur dernière rencontre, elle remonte à septembre 2023. Vladimir Poutine et Kim Jong-un s'étaient entretenus en Russie à l'époque. Vladimir Poutine avait alors annoncé qu'il aiderait Kim Jong-un à construire des satellites et selon les États-Unis et la Corée du Sud, la Russie aurait par ailleurs envoyé de l'aide pour faire face aux pénuries alimentaires qui sont présentes en Corée du Nord. Ce qui est sûr, c'est que les deux dirigeants s'étaient couverts d'éloges, mais officiellement, aucun accord à l'époque n'avait été conclu. Cette fois-ci donc, c'est un premier élément marquant. La rencontre, elle se fait sur le sol nord-coréen. Alors on connaît pas l'itinéraire exact de cette visite, mais d'après des images satellites, la Corée du Nord a préparé une gigantesque parade. En tout cas, dans une tribune publiée dans un quotidien nord-coréen, Vladimir Poutine affirme que la Corée du Nord a un soutien indéfectible de la Russie, et ce, je cite, face à l'ennemi rusé, dangereux et agressif. Mais alors, pourquoi est-ce que cette visite est un événement? Premièrement, je le disais donc, la dernière visite de Poutine en Corée du Nord, elle remonte à juillet 2000. À cette époque, Vladimir Poutine venait d'entamer son premier mandat en tant que président de la Russie. Il avait été reçu à l'époque par Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un. Cette visite, à l'époque, elle visait à réaffirmer des liens historiques entre la Russie et la Corée du Nord, et ce, notamment parce que pendant la période soviétique, eh bien, l'URSS avait été un allié majeur de la Corée du Nord, lui fournissant déjà à l'époque une aide économique et militaire. Deuxième raison qui fait que c'est assez exceptionnel, eh bien Vladimir Poutine quitte assez rarement la Russie ces derniers mois. Faut rappeler quand même qu'il est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale en raison de l'invasion de l'Ukraine. Autrement dit donc, il risque d'être arrêté. L'an dernier par exemple, il avait effectué que 6 voyages à l'étranger. En gros, pour dire les choses simplement, il ne peut aller que dans des pays qui ne participent pas à cette Cour pénale internationale. Autrement donc, il risque d'être arrêté. Mais alors pourquoi est-ce que ces deux pays voudraient favoriser et renforcer comme ça leurs liens? Alors selon le gouvernement russe, il s'agit d'une visite dite amicale, mais il ne faut pas oublier que la Russie et la Corée du Nord ont un ennemi commun. Cet ennemi commun, c'est les pays occidentaux de façon assez large, précisément donc les États-Unis, mais aussi l'Union européenne. Il faut savoir que la Corée du Nord comme la Russie sont sous le coup de sanctions internationales. Et il faut noter que la Corée du Nord est accusée par les pays occidentaux de fournir des munitions à la Russie pour sa guerre en Ukraine en échange d'une assistance technologique et alimentaire. La Corée du Nord aurait livré à la Russie 5 millions d'obus en un an d'après le ministre sud-coréen de la Défense. Cela dit, eh bien, les deux pays nient une telle information, et surtout à date aujourd'hui, c'est assez dur de vérifier de tels éléments. Donc il y a un intérêt donc militaire potentiel de livraison d'armes, il y a aussi un intérêt économique plus largement. Il faut savoir qu'il y a des gisements de terres rares ou de la main-d'œuvre par exemple en Corée du Nord, avec des liens qui sont possibles entre les deux pays. Et puis plus largement, puisqu'on parle de la question économique, à cause des sanctions occidentales qui visent en l'occurrence ici la Russie, eh bien la Russie a tout intérêt à trouver d'autres partenaires pour continuer à développer son économie. On l'a vu d'ailleurs avec les liens qui ont été développés avec la Chine. La Corée du Nord, ici, c'est un autre exemple. Bon, du côté de la Corée du Nord, c'est un petit peu les mêmes objectifs. Faut savoir par exemple qu'à l'échelle du Conseil de sécurité de l'ONU, dont fait partie donc la Russie et qui dispose d'un veto au Conseil de sécurité, eh bien au sein de ce conseil-là de l'ONU, en l'occurrence, la Russie défend régulièrement la Corée du Nord, par exemple sur la question du développement de son programme nucléaire. La Corée du Nord a aussi besoin de la Russie pour ses programmes de satellites, ses missiles, et le pays achète par ailleurs du pétrole russe. Enfin, ce qu'on peut aussi noter, et c'est aussi d'ailleurs le même sujet pour la Russie, c'est qu'il y a donc un allié commun qui est la Chine. Or, la Chine, dans la période actuelle, est typiquement sur la question de la guerre en Ukraine. La Chine souhaite se placer avec une forme de posture de neutralité. Autrement dit donc, elle veut être potentiellement l'une des puissances capables de négocier et de parvenir à une paix. C'est ce qui fait donc que la Russie a besoin d'autres alliés au-delà donc de la Russie, notamment d'un point de vue militaire. Et de la même façon, la Corée du Nord est très dépendante, faut le savoir tout de même, de la Chine. Et donc elle a tout intérêt à moins dépendre de la Chine et à développer d'autres relations. Bref, vous l'avez compris, les deux pays ont besoin l'un de l'autre. Ils pourraient d'ailleurs signer un partenariat stratégique, une sorte d'accord d'assistance mutuelle entre les deux pays en cas de conflit. D'ailleurs, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Yuri Uchakov, a déclaré aux médias russes que des documents, je cite, très significatifs seront signés
signé. Il faut par ailleurs noter que Vladimir Poutine est accompagné de ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères, donc ça montre qu'il y a tout de même quelque chose en cours de discussion. Il y a quand même un intérêt symbolique qu'il faut noter aussi, puisque cette visite, elle intervient quelques jours après le G7, cette réunion donc de 7 grandes puissances économiques mondiales, dont la France, qui avait affiché son soutien à l'Ukraine. Il faut savoir que la Russie faisait partie de ce groupe de grandes puissances mondiales, mais n'en fait plus partie depuis le début de la guerre, en 2014 en l'occurrence, le début de la guerre en Ukraine. Bref, c'est une alliance pour éviter donc toute forme d'isolement que vont forcément observer les pays occidentaux. Tout cela se fait dans un contexte au passage de tensions importantes entre les deux Corées. Ce mardi par exemple, plusieurs dizaines de soldats nord-coréens ont franchi la frontière avec la Corée du Sud selon l'état-major interarmé de Séoul. Ils ont ensuite battu en retraite, donc ils sont retournés vers la Corée du Nord sous des tirs de sommation de l'armée sud-coréenne. Autre élément qu'on peut noter, plusieurs soldats nord-coréens ont été blessés par l'explosion de mines alors qu'ils étaient en train d'en poser le long de la frontière. Et puis au-delà de ces incursions donc, on a pu noter que la Corée du Nord a envoyé des ballons chargés de déchets en Corée du Sud. La Corée du Sud qui a répliqué, ça paraît assez insolite dit comme ça mais c'est le cas, qui a répliqué en diffusant des chansons du groupe de K-pop BTS sur des haut-parleurs et ce en direction de la Corée du Nord. Alors, ça paraît assez insolite et assez incongru dit comme ça, mais je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté il y a quelques jours sur ce sujet, qui explique beaucoup plus en détail bien pourquoi est-ce que c'est finalement un peu plus important que ça en a l'air. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a indiqué ce lundi dans Le Parisien qu'en cas de victoire du RN aux législatives, il n'acceptera le poste de Premier ministre que si son parti obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Concrètement, pour qu'un groupe politique obtienne la majorité absolue, il faut qu'il obtienne au moins 289 des 577 sièges qui composent l'Assemblée nationale. Un groupe obtient la majorité relative s'il est le parti avec le plus de sièges à l'Assemblée nationale, mais qu'il en a moins de 289. Le problème, c'est qu'en cas de majorité relative, il faut faire des alliances pour parvenir à faire passer ces lois sans utiliser le 49.3. Donc pour Jordan Bardella, sans majorité absolue, je cite, le Premier ministre ne peut pas agir. De son côté, l'actuel Premier ministre Gabriel Attal, dont le groupe a une majorité relative, a accusé Bardella de refus d'obstacle. Du côté de la gauche aussi, les membres du Nouveau Front Populaire, donc cette alliance des partis de gauche avec la France Insoumise, les écologistes, le PS et le PCF, s'interrogent sur qui pourrait devenir Premier ministre en cas de victoire. Sur RMC BFM TV, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a dit être favorable à l'organisation d'un vote interne qui permettrait d'élire le prochain Premier ministre en cas de victoire de la gauche donc. Autre actu toujours sur les législatives, près de 410 000 procurations ont été validées en une semaine depuis l'annonce de la dissolution. C'est 6,5 fois plus qu'en 2022, a annoncé le ministère de l'Intérieur ce lundi. L'objectif de la procuration, c'est que quelqu'un se déplace à votre place dans votre bureau de vote si vous ne pouvez pas vous y rendre le jour du vote. Alors si vous voulez faire une demande de procuration, il est encore temps puisqu'il n'y a pas de date limite. On a fait un post dédié sur notre compte elan.media qui explique comment faire sa procuration. Je vous mets le lien en description. Deuxième actu, Israël sait avec certitude que plusieurs dizaines d'otages retenus à Gaza sont encore en vie, selon la déclaration d'un haut responsable israélien impliqué dans les négociations pour la libération des otages à l'AFP. Cette annonce intervient 10 jours après une opération militaire israélienne d'ampleur qui a permis de libérer 4 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre. Sur 251 personnes enlevées au cours de l'attaque du Hamas en Israël, 116 sont toujours retenues à Gaza et 41 sont mortes selon l'armée israélienne. En tout cas, malgré la pause tactique entre 8h et 18h, Israël continue de mener des frappes importantes dans le nord et le sud de la bande de Gaza, selon plusieurs témoins sur place. Au moins 17 civils ont été tués lors de ces frappes, a annoncé Wafa, l'agence de presse palestinienne. Au total, 37 372 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé de Gaza, administré par le Hamas. D'ailleurs, au sujet de Gaza, la France aurait autorisé la livraison en Israël de matériel de guerre fabriqué par le groupe Thales, détenu à 26% par l'État français. C'est ce que révèle une enquête du site d'investigation Disclose, publiée ce lundi. Concrètement, ce matériel permettrait l'assemblage de certains drones militaires utilisés par l'armée israélienne. Il s'agit plus précisément de transpondeurs de type TSC 4000 IFFF qui permettent en gros aux drones israéliens d'éviter tout risque de collision ou de tir entre aéronefs dits amis, toujours selon Disclose. Depuis octobre 2023, ces drones israéliens auraient été utilisés pour au moins 8 frappes meurtrières contre la population ou les infrastructures civiles à Gaza, selon plusieurs documents recueillis par Disclose. Alors, le ministère des Armées aurait suspendu en secret ces exportations
l'exportation et donc l'envoi de ces matériaux au vu de leur utilisation en Israël. Cependant, le gouvernement n'a pas souhaité commenter. Troisième actu rapidement, Emmanuel Macron a célébré ce mardi le 84e anniversaire de l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Il s'agissait d'un appel à s'unir dans l'action pour libérer la France. Emmanuel Macron a donc participé à la traditionnelle cérémonie au Mont-Valérien dans les Hauts-de-Seine, le principal lieu d'exécution de résistants et d'otages de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est ensuite rendu à l'île de Saint dans le Finistère, qui est un symbole de la résistance. Quatrième actu, toujours en France, plus de 1500 postes de professeurs des écoles n'ont pas été pourvus pour la rentrée sur les 9885 postes offerts, selon les syndicats enseignants. Comme pour les années précédentes, les académies les plus touchées sont celles de Versailles et de Créteil en région parisienne, d'après les chiffres du ministère de l'Éducation nationale et des syndicats. Les syndicats alertent notamment sur une pénurie durable d'enseignants qui touche la profession. Ils soulignent que le nombre de postes vacants est similaire à celui de l'année passée. À noter qu'il y a 2 ans, le recrutement d'enseignants dans le primaire et le secondaire avait connu une crise inédite avec plus de 4000 postes non pourvus au total. Et on termine par cette actu, les épreuves du bac de philo ont eu lieu ce mardi pour les 543 000 élèves de terminale. Les élèves de la filière générale avaient 3 choix, prendre l'un des 2 sujets de dissertation, à savoir la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ou l'État nous doit-il quelque chose. L'autre option c'était de choisir le commentaire de texte sur un extrait de La condition ouvrière de Simone Veil, paru en 1951. Pour les filières technologiques, les élèves avaient aussi 3 choix, la nature est-elle hostile à l'homme, l'artiste est-il maître de son travail, ou en commentaire de texte sur les lois de Platon. Les résultats du bac seront publiés le 8 juillet. Merci beaucoup Blanche, et j'ai une annonce à vous faire. J'ai sorti ce soir une nouvelle interview face cachée avec mon équipe. J'ai interviewé il y a quelques semaines Didier Deschamps avec le sélectionneur de l'équipe de France. On parle beaucoup de choses, beaucoup de sujets, y compris d'ailleurs si vous n'êtes pas passionné de foot, je pense que ça pourrait vous intéresser. L'interview est disponible dès maintenant sur ma chaîne YouTube grand format, je vous mets donc le lien directement en description. Autrement vous tapez Didier Deschamps, Hugo Décrypte, je pense que vous allez pouvoir le retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain du coup pour une nouvelle vidéo.